Bonjour et bienvenue sur Horizon Sport, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et donc une nouvelle émission. Et pour bien commencer, je suis accompagné de 4 chroniqueurs. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour Pierrick. Bonjour. Bonjour Maël. Bonjour Olivier. Merci d'être avec moi aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Et au programme de l'émission, on va parler de rugby avec la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande chez les femmes. On va parler aussi du hockey sur glace. C'est un sport qui commence à se faire un nom en France et en Côte d'Azur. Du ski aussi, avec la reprise des premières épreuves de la saison. Et un peu de sport mécanique. Dans 2 semaines, c'est le Grand Prix de Valence en MotoGP. Pour clôturer les chroniques, on vous propose un petit flash info sur les rencontres de la semaine. Et on terminera par des thématiques sur les champions de demain et les clubs prometteurs de l'année. Allez, sans plus attendre, on commence avec vous Marion. La Coupe du Monde de rugby féminin continue en Nouvelle-Zélande. Les Bleus affrontent l'Italie en ces débuts de phase d'élimination directe. Comment s'est passée la semaine de préparation ? Après une défaite et 2 victoires au premier tour, nos Françaises ont l'air plus que motivées cette semaine à battre les Italiennes samedi en quart. Gauthier Baudin, correspondant sur place pour RMC Sport, est plutôt confiant lui aussi après une belle semaine d'entraînement. La France a eu une semaine assez détendue, on va dire. Il y a eu beaucoup d'ateliers plus ludiques le lundi, après s'être reposé le dimanche. Donc forcément, ils ont abordé cette semaine un peu plus dans la joie que d'habitude et on les a vraiment sentis beaucoup plus détendus, mais aussi impliqués parce que ça reste un quart de finale et elles savent que si elles perdent samedi, tout s'arrête et elles rentrent à la maison. Donc forcément, c'est quelque chose qui les motive pas mal. Merci Gauthier pour cette info. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des compositions, Marion ? Le sélectionneur Thomas Darac repart sur un schéma plutôt habituel, mais avec quelques changements. Gauthier va nous en dire davantage. Pour la compo, on revient à du classique, mais il y a eu quand même 3 changements par rapport à cette compo classique. Romane Ménager est toujours sujet à une commotion qu'elle est en train de récupérer, mais c'est encore un peu trop tôt. Et derrière, il y a forcément le changement, à savoir le forfait de Laure Sancieux qui avait été blessé au ligament croisé après le match contre l'Angleterre en poule. C'est Pauline Bourdon qui la remplace. Et le dernier changement, c'est la titularisation de Marine Ménager à la place de Chloé Jacquet qui sera, elle, sur le banc. On espère en tout cas retrouver nos Bleus en demi-finale. Ce sera soit face à la Nouvelle-Zélande ou le Pays de Galles. Merci Marion. On va désormais parler de hockey sur glace, un sport qui commence à se faire un nom en France, en Côte d'Azur, Pierrick. Effectivement, discipline d'abord très populaire outre-Atlantique, grâce notamment à une Nation League toujours plus attractive, le hockey sur glace fait sa place aussi en Europe, avec des championnats très suivis comme en Russie ou en Finlande. Le hockey reste l'un des sports les plus populaires dans les pays nordiques. En France, la discipline n'a pas la même renommée, mais le potentiel pour grandir et accroître sa notoriété dans les années à venir reste énorme. Classée seulement 15e Ligue européenne, la Ligue Magnus, nom de la première division française, progresse chaque année. Si auparavant une majorité de clubs de l'élite venaient d'endroits frais et montagneux, le hockey en France s'est démocratisé dans de nombreux clubs phares venant d'ailleurs. On pense notamment aux Dragons de Rouen, titrés 16 fois depuis 1990, ou encore les Gothiques d'Amiens, souvent en phase finale et vainqueurs du championnat à 2 reprises. 2 clubs qui ont su élever le niveau de la division. Et on en parlait évidemment des Aiglons de Nice qui évoluent en première division. Et on n'allait pas oublier nos Aigles évidemment. Fondé en 1969, le club est en réelle progression depuis quelques années. La saison 2016-2017 a été la première de l'histoire du club azuréen en première division. Depuis, ils n'ont plus quitté cette division et se sont qualifiés pour les phases finales en 2018-2019 pour la première fois, sans parvenir malheureusement à passer le premier tour. Et donc cette saison, qu'en est-il pour leur objectif ? Et après 3 saisons plus difficiles, les Niçois ambitionnent cette saison de retrouver les hauteurs du classement pour participer une seconde fois à ces phases éliminatoires. Pour l'instant, les choses ne se passent pas trop mal pour les Aiglons. Une 7e place actuelle, significative de phase finale assurée. Malgré une avance de 9 points sur les Scorpions de Mulhouse, plus de 30 matchs restent à jouer avant la fin de la saison en mars prochain et rien n'est encore joué. Merci Pierrick. Et on va rester un peu dans l'univers des sports hivernaux avec cette fois-ci du ski. Les premières épreuves de la saison ont repris, Martin. Oui, la saison reprend pour notre plus grand plaisir. Comme chaque année, ce sont les slaloms géants de Solden en Autriche qui ouvrent la saison. Malheureusement, les femmes devaient ouvrir le bal samedi à 10h, mais la course a été annulée en raison des mauvaises conditions météo. Une forte pluie qui se transforme en neige à partir de 2500 mètres d'altitude a rendu la piste impraticable ce jour-là. Le lendemain, les conditions étaient réunies pour enfin débuter la saison.
Et on a vu des skieurs enchaîner des bonnes performances depuis cette reprise, Martin. Oui, c'est le Suisse Marco Odermatt qui a commencé l'année comme il l'a fini, avec une victoire par la manière. Le Suisse a survolé la première manche en la terminant en 58 secondes. C'est le seul skieur sous la minute. Malgré une grosse faute lors du deuxième passage, personne n'était en mesure de le rattraper. Il devance de 76 centièmes le Slovène Jan Krajniek et de 96 centièmes le Norvégien Henrik Kristoffersen qui vient compléter le podium. Et on a appris donc une mauvaise nouvelle concernant les prochaines épreuves. Et oui, malheureusement, la suite de la compétition n'arrivera pas ce week-end. Cela devait être une nouveauté pour la première fois dans une Coupe du Monde. Deux épreuves transfrontalières, les stations de Zermatt en Suisse et de Cervinia en Italie, devaient accueillir ce week-end les épreuves masculines et la semaine prochaine les épreuves féminines. Merci Martin, on va changer totalement d'univers parce qu'on va parler de sport mécanique avec vous Maël. Dans 2 semaines, c'est le Grand Prix de Valence en MotoGP et il y a un très gros enjeu, dites-nous en plus. Effectivement, Olivier, 23 points, c'est l'écart entre nos 2 prétendants, Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo. En Malaisie, le pilote italien s'est mis à l'abri en remportant une nouvelle victoire. Il n'a jamais été aussi proche du titre. Pour le pilote français, ça s'annonce plus compliqué. Après une course rude à Sepang, il termine sur le podium à la 3e place. Il parvient quand même à reculer l'échéance pour Pecco Bagnaia. Et donc, quels sont les scénarios possibles pour que Francesco Bagnaia soit titré en fin de course donc? Alors, c'est simple, avec cette telle avance, le pilote Ducati doit finir devant Fabio Quartararo à n'importe quelle position, mais il doit éviter à tout prix la chute ou de finir 15e et que le pilote Yamaha gagne. Rien n'est encore impossible pour Fabio Quartararo, il peut remporter le titre. Rappelez-vous, en 2006, Valentino Rossi chute et perd le titre contre l'américain Nicky Hayden en 2006, en début de course. Mais Pecco Bagnaia part favori pour remporter ce titre. Il a déjà remporté 5 victoires cette saison. Il est dans une très bonne lancée, rien ne semble l'arrêter. Mais pour la saison prochaine, on a vu que le pilote français pourrait avoir une autre moto. Est-ce que ça serait enfin la machine qu'il espère ? Alors pour l'instant c'est trop tôt pour se prononcer, mais récemment l'équipe satellite With You Yamaha RNF a testé un nouveau moteur pendant des essais. Il faut attendre les essais hivernaux pour voir leur véritable performance. Mais Bagnaia, Bastianini et Marquez vont donner du fil à retordre à Fabio Quartararo. Alors moi je vous dis rendez-vous dimanche 6 novembre pour voir le dénouement de ce championnat du monde de MotoGP. Merci Maël. Je vous propose une petite pause fraîcheur avec un flash info sur les rencontres de la semaine de nos clubs locaux et nationaux. D'abord, ce mardi soir, c'est la première division de volley féminin qui s'est déroulée donc mardi. 2 équipes locales figurent tout en haut du classement après la 2e journée de Ligue A. Le Racing Club de Cannes a su s'imposer 3-7-2. L'équipe repart donc avec 2 points. Du côté du Canet, le Voléro s'est imposé 3-7-0 au gymnase Maillan. Les joueuses de Milan Gruzic repartent après cette victoire face à Chamalières avec les 3 points et décrochent donc la première place du championnat. On passe avec du basket. Les Sharks d'Antibes en Pro B. Les hommes de Daniel Goethals se déplacent à Nantes, 3e du championnat. Pourquoi pas une chance de remonter en classement après leur défaite lors de la 2e journée face à Évreux. On termine par du football et cette semaine s'est déroulé les matchs de la 5e journée de Ligue des Champions pour Paris et Marseille. Alors d'abord Paris s'est imposé 7-2 face au Maccabi AFA. C'était un spectacle de buts. Ils sont déjà qualifiés pour la phase à élimination directe. Du côté de l'Olympique de Marseille, ils se sont déplacés à la Francfort Arena. Mais malheureusement, les hommes d'Igor Tudor se sont inclinés 2-1. Mais rien n'est encore défini parce que l'Olympique de Marseille peut se qualifier. Ils ne sont qu'à 2 points de Tottenham, prochain adversaire. On va maintenant aborder la thématique suivante, les champions de demain. Avec d'abord Martin, vous allez nous présenter un duo de pongistes très prometteur. Et oui, pas un, mais bien 2. On s'intéresse aujourd'hui à Alexis et Félix Lebrun. À 19 et 16 ans, ce sont les 2 prodiges du tennis de table français. C'est une religion dans la famille. Leur père, Stéphane Lebrun, ancien pongiste et numéro 7 français, et son beau-frère, Christophe Legout, lui, ancien numéro 14 mondial, ont ouvert la voie à ces 2 jeunes étoiles montantes. Les 2 frères originaires de Montpellier se sont toujours entraînés sur place et sont encore aujourd'hui inscrits au club du Montpellier tennis de table. Dans la catégorie jeunes, c'est simple, ils ont tout gagné. Alexis est champion de France et d'Europe junior en 2021. La même année et le même palmarès, mais cette fois-ci en double. Dans la même catégorie, toujours en junior, il est champion d'Europe double en mixte. Quant à Félix, il n'est pas en reste. Vice-champion de France junior en 2021, où il est juste derrière son frère. Il remporte la médaille d'or au championnat d'Europe cadet en simple, en double et en équipe. Il est également champion de France Benjamin 2 fois d'affilée en 2018 et 2019.
Merci Martin. On va rester dans le thème des champions de demain avec cette fois du tennis. Van Hache est-il le porte-drapeau de la nouvelle génération dorée chez les Bleus, Pierrick? Oui, Olivier, 2022 aura été une année marquante pour le tennis français. Les 4 mousquetaires ne seront plus que 2 à l'issue de la saison. Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont décidé de raccrocher, laissant les vieillissants Richard Gasquet et Gaël Monfils faire face à une nouvelle génération affamée. Si cette dernière génération mondiale commence à se montrer avec les Alcaraz, Ruud, Tsitsipas, Rune ou encore Musetti, les têtes françaises manquent. Aujourd'hui, le premier français reste Gaël Monfils, mais sa 41e place mondiale fait tâche. Les joueurs censés prendre la relève ne font pas encore l'affaire pour le moment, mais la relève des Tsonga, Monfils, Simon et Gasquet se trouve sans doute dans la génération qui suit. Et certains noms commencent déjà à sortir du lot, Pierrick. Et oui, parmi ceux-là, le premier nom à sortir, c'est bien celui de Lucas Van Hache, 18 ans, et actuel 230e au classement ATP. Vainqueur de Roland Garros Junior en 2021, sa progression semble se confirmer ces derniers mois. Il a joué sa première finale en Challenger en septembre dernier à Lisbonne. Dans la foulée, il s'est qualifié pour son premier tournoi ATP à Anvers. Lors de son premier tour, il passe tout près d'éliminer un des joueurs les plus en forme du moment, Yoshito Nishioka, japonais et 37e mondial. Si Lucas semble en bonne voie, d'autres risquent de faire parler d'eux. On pense notamment à Arthur Fils, Gabriel Debru, Arthur Cazot ou encore Harold Maillot, qui sont les noms du tennis français de demain. Merci Pierrick. On va changer de thématique. On passe donc au club prometteur de l'année. D'abord avec vous Marion, cette saison au handball, une équipe se détache du championnat et semble être très prometteuse. Cette équipe, Olivier, ce sont les Rennais du club de Cesson, véritable surprise du début de saison. Les Bretons semblent partis pour faire une saison plutôt surprenante. Avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites, les hommes de Yann Lemaire sont les coqueluches de tous les fans de handball. Leur point fort, un jeu offensif et un gardien impressionnant en la personne d'Arnaud Tabaran. Le portier totalise 72 arrêts sur 167 tirs, donc c'est presque 40%, le meilleur du championnat. Marion, vous parlez beaucoup de points positifs de cette équipe, mais est-ce qu'elle a des points faibles? Et oui, le seul point noir de cette équipe, malheureusement, c'est sa production offensive. Malgré de bons résultats, ils ont du mal à trouver le chemin des filets. Le meilleur buteur, Yann Cardinal, n'est qu'à 34 unités et 21e du championnat. Le coach Lemaire devra donc appuyer sur ce point s'ils veulent s'imposer ce week-end. Rendez-vous samedi pour confirmer cette belle entame à domicile. Ce sera contre Limoges et pourquoi pas rêver d'Europe. Merci Marion. Et on espère pour les Rennais. On retrouve à nouveau les sports mécaniques et donc la MotoGP. Maël qui va nous parler d'une écurie pouvant créer des surprises. Tout à fait, Olivier. À l'aube de l'ère MotoGP en 2002, un nouveau constructeur italien fait son entrée, Aprilia. Présente dans plusieurs catégories victorieuses, elle ne figurait pas dans la catégorie Rennes. L'équipe italienne arrive en scène avec la fameuse et légendaire RS Cube, rentrée dans l'histoire pour être une machine malheureusement défectueuse, un moteur trop développé en son temps qui n'était pas adapté au châssis. Pour compenser son retard en piste, Aprilia décide de mobiliser toutes ses infrastructures pour le projet MotoGP en sacrifiant le projet RS V1000 en Superbike. Il faut attendre 2021 pour enfin voir la lumière puisqu'Aleix Espargaro donne le premier podium à Aprilia au Grand Prix de Silverstone. Et donc, est-ce qu'on peut espérer plus de victoires pour la saison prochaine? On peut y croire, cette saison Aprilia a fait un grand step en avant, la marque italienne se bat régulièrement pour des podiums et même des victoires. Au Grand Prix d'Argentine, Aleix Espargaro donne la première victoire à la marque italienne. Actuellement, il se trouve dans le top 3 au championnat, il fait une bonne partie de saison et a espéré au bout d'un moment remporter le championnat. Maintenant, Aprilia est considérée comme une équipe de pointe, elle n'a plus de points de concession, puisque chaque nouveau constructeur possède des points de concession qui leur permettent de faire des essais et des améliorations moteurs en plus. Merci Maël, et notre émission va toucher à sa fin. Merci, chers chroniqueurs, d'avoir participé à Horizon Sport. On vous remercie vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.